Alors, je vous le disais, le 16 octobre de chaque année, nous célébrons la journée mondiale de l'alimentation. Alors, effectivement, lorsqu'on parle d'alimentation, on parle de nourriture. On parle de choses qui nous font plaisir, mais souvent ce thème n'est pas lié également au plaisir. Il y a des défis qui sont derrière cette journée, et justement nous allons en parler avec notre très cher invité Amira Hussein, experte agricole au ministère de l'Agriculture, interprète également. C'est un plaisir de vous avoir avec moi ce matin dans Bonjour l'Égypte. Merci. Pourquoi avons-nous fait une journée mondiale de l'alimentation ? Justement pour sensibiliser pour l'importance de l'alimentation pour les gens, justement, nourrir c'est vivre. Les aliments, on ne peut pas vivre sans aliments. Vous voyez, mais le plus important, c'est pas seulement d'avoir les aliments, mais la qualité des aliments et garantir leur sécurité. Vous voyez, il y a des besoins alimentaires, les besoins sont essentiels, à savoir l'abri, les vêtements, les aliments, comptent parmi ces besoins élémentaires pour que la personne puisse vivre et continuer et produire en effet, parce que vous voyez, alors de par le monde, il faut sensibiliser sur l'importance des aliments et la production alimentaire et l'importance de la coopération à cet effet, parce que vous voyez, une culture, l'Égypte cultive précédemment l'Égypte cultivait le blé. Bon? Maintenant, nous avons besoin du blé parce que la population a augmenté en nombre et nous avons une rareté de terrain, alors nous n'avons pas suffisamment de terrain pour cultiver à la fois le blé et les autres cultures qui sont nécessaires pour l'exportation, à savoir pour générer les devises étrangères. Justement, vous avez mentionné le blé, nous faisons partie des champions du monde en consommation de pain quand même. Oui, oui, c'est ça. C'est ça parce que ça fait partie de notre héritage culturel. Vous voyez, les Égyptiens, on trouve dans les tombes du pain encore préservé, intact. Vous voyez, et le pain égyptien est unique au monde maintenant, si vous avez entendu. Oui, aux États-Unis, il y a une polémique qui dit que justement il a été exporté jusqu'aux États-Unis surgelé. Oui, oui, et les Américains l'ont découvert et on l'a bien apprécié parce que, en effet, sa nature et sa manière de le faire, justement, fait du bien aux intestins, vous voyez. Il est léger. Il est léger et avec le sang du blé, ça améliore la digestion, le mouvement. Alors, c'est ce qui prouve que les anciens Égyptiens étaient justement avaient beaucoup de secrets. Vous voyez, surtout, c'est pourquoi on ne trouve pas, même sur les parois des temples, on ne trouve pas des personnes obèses. Parce qu'ils avaient de bonnes habitudes nutritionnelles. Alors j'arrive une autre fois au niveau de la coopération et l'importance d'avoir une journée internationale dédiée aux aliments, parce qu'il faut intégrer, chercher l'intégration entre pays et coopérer. Ce qui n'est pas produit en Égypte peut être produit ailleurs, et ce qui n'est pas produit ailleurs est produit en Égypte. Et c'est ainsi c'est un moyen pour la réalisation de la paix entre les peuples et d'assurer les relations de bon terme et de bon voisinage. Vous voyez, c'est pourquoi nous avons eu une journée internationale pour les aliments. Alors, c'est un sujet très important et vous l'avez rappelé, merci de l'avoir rappelé. Est-ce qu'on est la cause justement de ce résultat dont on est arrivé aujourd'hui, c'est-à-dire que est-ce que nos habitudes alimentaires ont changé, on mange beaucoup plus, du coup on gaspille plus, est-ce qu'on est dans un phénomène de surconsommation? Oui, de par la planète, parce que la mondialisation, c'est un des facteurs socioculturels qui affectent les habitudes alimentaires des peuples. Oui, l'abondance, le fait d'avoir une abondance, le facile accès aux produits alimentaires, surtout dans les villes. Je parle des villes, parce qu'il faut considérer que cette abondance n'est pas le cas dans beaucoup de pays, surtout en conflit. Vous voyez, parce que, mais le fait que si le gaspillage est là, ça veut dire qu'il y a de l'autre côté, l'autre revers de la monnaie, c'est l'abondance. Il faut ou une mauvaise distribution.
La mauvaise distribution est partout, même aux États-Unis. Oui. Voyez, voyez. Et il faut considérer qu'il y a des catégories qui sont marginalisées, surtout parmi les femmes et les enfants dans les pays qui sont objets au conflit. Alors la mauvaise, mais le fait qu'il y a un gaspillage, c'est qu'il y a une abondance et que les gens ne se rendent pas compte de la valeur des choses que lorsqu'on commence à les perdre. Voyez. Mais si le gaspillage est là, ça veut dire qu'il y a que les gens ne valorisent pas à juste titre les choses ou les objets qui sont en leur possession. Voyez, on commence à valoriser l'eau une fois que il y a une panne au niveau des tuyaux. Alors, la goutte d'eau, il y a une goutte d'eau dans le robinet, voyez. Alors c'est ainsi. Alors pour éviter le gaspillage, il faut sensibiliser. Il faut attirer l'attention des gens qu'il y a des gens qui ne trouvent pas de quoi manger. Et ça a été attiré lors de la question de Gaza que nos frères ne trouvent pas et alors que les gens sont en train de gaspiller. Alors il y a c'est par la sensibilisation qu'on peut lutter contre le gaspillage. Alors, autre que le gaspillage, c'est le phénomène de manger à sa même pas à sa faim, plus qu'à sa faim. C'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir faim, mais juste manger pour faire passer le temps. C'est devenu un passe-temps. C'est un phénomène aussi qui a augmenté, notamment avec les fast-foods. C'est vrai, surtout que, comme je vous ai dit, que la mondialisation est là. La mondialisation passe beaucoup de choses. Il y a des coutumes qui ont été transporter parce que la télé, la culture de la télévision, il faut manger devant la télé, il faut suivre. Mais la télé, et devant la télé, on trouve de quoi manger, on cherche de quoi manger pour passer le temps. Vous voyez, c'est d'où l'obésité, d'où le phénomène de l'obésité et du surpoids. En effet, le fait que ces coutumes qui ne sont pas les nôtres, qui ont été importés, et le fait de... Savez-vous que pour influencer les gens maintenant, nous n'avons pas besoin d'armes, mais plutôt de la force douce. Exactement. Et de suivre un modèle. Ah, le luxe, c'est pourquoi ne pas les imiter, pourquoi ne pas faire. Alors, nous avons témoigné de la disparition de certaines de nos coutumes, c'est de se réunir sur table et de ne se concentrer que sur les aliments, d'échanger un petit peu. Mais maintenant, avec les horaires de travail des parents, c'est très rare que la famille se réunisse à table et de manger ensemble. Alors de ce que vous dites, nous sommes, nous, victimes d'un système mondial de commerce, c'est-à-dire que à la télé, on nous incite à manger, nous on mange, donc les grandes entreprises de l'alimentation sont heureux puisqu'on achète beaucoup plus, on mange mal, ce qui fait que des maladies se développent, donc les entreprises et les laboratoires se font les poches en gagnant beaucoup d'argent car les maladies augmentent. En fait, c'est une machine commerciale dont on est vraiment victime. C'est vrai, justement, quand vous voyez, justement, il y a une corrélation entre la nourriture et la productivité et l'économie, vous voyez. C'est comme un réseau, c'est interconnecté d'une manière, justement, c'est quelques pays qui ont pu garder leurs us et qui tiennent vraiment à leurs us et coutumes qui ont pu être épargnés, à savoir la Chine et le Japon. La Chine et le Japon tiennent encore à leurs us et coutumes, justement. Au contraire, ils exportent leur culture. C'est vrai, vous voyez. Mais le fait, c'est pourquoi il faut sensibiliser. Il faut que c'est le rôle des médias, justement, d'attirer l'attention des gens. Attention, il faut tirer la sonnette d'alerte. Il ne faut pas tout imiter. Vous voyez. La sécurité alimentaire ou les aliments, comme nous parlons de la journée internationale des aliments, et que c'est pas seulement les aliments en quantité mais en qualité, d'où la journée, il y a une autre journée internationale, c'est la journée de la sécurité, de la salubrité des aliments, c'est le 7 juin. C'est qu'ils ont découvert que
On mange mal. 600 millions de personnes ou de cas sont dus à des aliments ingérés contaminés et qui ont causé 450 000 décès par an, dont la majorité sont des enfants et des femmes. Parce que surtout dans les zones marginalisées, dans les endroits marginalisés où il y a un conflit. Alors, ce qui affecte du coup l'économie, parce que les enfants, c'est la jeunesse, c'est la population. C'est l'avenir. Voilà, c'est l'avenir. Alors, il y a beaucoup de pertes. Vous voyez, alors avec des aliments qui ne sont pas bien maintenus, qui ne sont pas bien manipulés, ils étaient contaminés, ces aliments. Alors, du coup, la population et du coup, l'économie a été affectée. Vous voyez, alors, c'est comme un cycle, vous voyez. C'est comme un système c'est une hiérarchie si vous voulez. Chaque bloc dépend de l'autre. On ne peut pas agir dans des îlots isolés. Vous voyez? Et là encore, on a le même phénomène, c'est-à-dire qu'on veut produire plus car la demande a augmenté et on veut produire rapidement, et ce qui fait que on utilise des produits chimiques pour pouvoir produire plus et rapidement, et malheureusement, qui paye la note? Eh bien, nous sommes victimes de cela. En effet, c'est une illusion faite circuler par les grandes sociétés et les compagnies. Mais la preuve en est que nous n'avons pas besoin de produire tant, nous avons besoin de produire une quantité équitable avec une très bonne qualité. Vous voyez, c'est que nous avons découvert que si nous faisons une bonne estimation des besoins, nous pouvons produire en mesure de ce besoin et même en exportant tout en préservant, par exemple l'exportation, l'utilisation des produits chimiques, les engrais. Vous voyez, ça entraîne la déposition dans le sol des métaux lourds qui sont très difficiles à être à décontaminer le sol après de ces métaux lourds et qui affectent en effet du coup les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques qui sont utilisées pour les générations futures en cas de rareté de l'eau. Vous voyez, alors il faut utiliser, c'est pourquoi le domaine de l'innovation, que ce soit à l'agriculture, que ce soit à la gestion et la gouvernance de l'eau, c'est un domaine de débat dans la semaine de l'eau qui se tient en l'occurrence au Caire, et qu'il faut utiliser l'agriculture de précision, savoir quelle quantité et à quel temps il faut donner à la plante ses besoins en engrais et en eau. Avec les justes titres pour produire une quantité suffisante et pas avec une bonne qualité. Où en est l'Égypte justement dans ses réformes agricoles? Alors nous savons, le président Abdel Fattah el-Sisi, lorsqu'il était encore candidat à la présidentielle lors du premier mandat, il avait dit que l'une de ses priorités, c'est d'augmenter les terres agricoles. C'est-à-dire que pour lui, c'était improbable et insensé d'avoir juste 6% du territoire qui est utilisé et le reste est désertique. Plusieurs réformes ont été faites en ce sens. Où on en est justement? Vous voyez, l'Égypte étant justement fait face à un grand défi, un enjeu à la fois, parce que il y a la rareté de l'eau. Déjà avec 55 milliards de mètres cubes en eau qui est le quota de l'Égypte en fonction du traité historique qui réunit les pays riverains partageant le bassin du Nil. 55 milliards de mètres cubes qui est pour les autres pays, c'est une grande quantité. Pour l'Égypte, ce n'est rien. Nous sommes déjà à la pauvreté au niveau du seuil de la pauvreté, au-dessous du seuil de la pauvreté hydrique, si on va calculer la part par tête ou par habitant. Alors, nous avons à la fois une grande population qui dépasse les 110 millions d'habitants, vivant sur 6% du territoire. Alors, nous avons à cultiver, nous avons à subvenir aux besoins de l'eau en eau potable et également le ménage. Il ne faut pas l'oublier.
Avec également, alors c'est 6%, c'était 5 auparavant, alors nous avons ajouté 1, c'est bon. Et ce qui est inimaginable, même pour les pays africains qui ont une terre fertile, alors ils ne savent pas comment, avec un tel déficit en termes de terre arable, nous pouvons produire une telle quantité. C'est d'où l'importance du centre de recherche agronomique que je tiens à féliciter. En Égypte, vraiment, avec une parcelle, nous avons fait une augmentation en flèche pour la productivité pour arriver pour le riz à 15 tonnes, par acre. C'est incroyable. C'est incroyable, compte tenu que le riz est une culture qui a besoin d'une grande... Beaucoup d'eau. De beaucoup d'eau. Alors, je reviens une autre fois. Il y a un plan pour ajouter 4 millions d'acres vers la vallée de Natron et j'attire l'attention des autorités égyptiennes de ne pas oublier le grand projet de Qattara. C'est la dépression de Qattara qui est déjà... C'est un moyen, déjà il y a une dépression naturelle, alors ce sera avec un peu d'infrastructure, nous pouvons conduire de l'eau là-bas et la nature du sol en Égypte joue un rôle important parce que savez-vous que le sable a une très grande porosité, la porosité des particules de sable est grande, alors la capacité du sol à retenir l'eau est faible. C'est pourquoi l'eau va précipiter vers l'aquifère nubien, degré qu'on partage avec la Libye, le Soudan et le Tchad, et nous puisons en effet l'eau pour les puits et l'agriculture dans les oasis, oui, dans le désert, mais le problème est que cet aquifère-là n'est pas renouvelable. Et que nous devons, et à cet égard je félicite les autorités égyptiennes de bien accorder d'attention sur le prélèvement de cet aquifère-là, parce que vous voyez, nous partageons avec le Soudan, le Tchad et la Libye qui sont des pays désertiques et il y a une rareté de l'eau. Et si on va puiser d'un pays, ça va affecter la part des autres. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est pourquoi il faut observer de près le prélèvement de cet aquifère. Et c'est pourquoi aujourd'hui, une des solutions auxquelles nous travaillons, c'est le dessalement de l'eau, mais ça coûte cher encore une fois. Ça coûte cher et a également un impact écologique. C'est que le sel issu de le dessalement, ça va ajouter à la salinité, ça va faire un déséquilibre, vous voyez. Mais il y a une autre innovation, il y a deux innovations en effet. Un qui a été, et c'est dû à l'effort d'un chercheur au centre de recherche agronomique, il a eu l'idée, c'était le premier à avoir l'idée d'attirer l'hydrogène de l'air et de le fixer au sol avec des particules gelées. Et j'aimerais attirer l'attention des autorités qu'il faut prêter beaucoup d'attention aux recherches innovatrices issues, parce que c'est économe, c'est issu des pratiques périmées qui ont été développées ou qui ont eu une idée géniale et qui ne coûtent pas cher et qui peuvent être facilement propagées et adaptées par les paysans. Et une autre innovation qui a été appliquée au Pérou, en Amérique latine, ils ont utilisé le fog. Ils ont pu le retenir avec des mèches et le condenser pour générer de l'eau potable, que ce soit pour les humains ou pour abreuver le bétail. Parce que là-bas, au Pérou, ils ont une chaîne de montagnes, alors ils ont pu retenir... les nuages. Oui, une masse plus importante. Oui, et ils ont pu la réduire ou la condenser, cette brume si vous voulez. Ah, d'accord. Cette brume, en eau, pour l'abreuvage du bétail. D'accord, mais il faut avoir une bonne quantité. Oui, là-bas, oui, ils ont fait et c'était faisable. Mais dans un climat tel que le nôtre, ou un climat sec, où effectivement l'été est plus long que l'hiver, quelles sont les solutions qu'on pourrait travailler justement à l'avenir? Est-ce que nous sommes aujourd'hui comme les pays du Golfe, c'est-à-dire des pays qui ont besoin de beaucoup d'alternatives pour trouver de l'eau, pour pouvoir cultiver?
Des lacs artificiels, par exemple? Mais voyez, les lacs artificiels ou même, alors pour cultiver, il faut d'abord traiter du milieu où on cultive. Voyez, chez nous, c'est le désert, le sable. Alors il faut changer la texture du sable d'abord, c'est le défi de la mise en valeur ou la bonification des terres, et que, vous voyez, la texture du sol n'est pas facile à être, surtout que parfois dans certaines zones, il y a autre défi, outre la texture, qu'il y a peut-être l'infestation par les nématodes ou quoi, ou d'autres maladies fongiques. Alors c'est une question un petit peu qui nécessite une manière intégrée, d'où le coût élevé de la valorisation des terres. C'est pourquoi il faut préserver d'abord, c'est que l'État, je félicite les efforts de l'État à cet effet, de préserver les terres anciennes qui ne peuvent pas être... il ne faut pas construire sur les terres. Donc en fait, notre réel problème, c'est que nous avons construit sur des terres agricoles. Oui, mais l'Égypte a établi un programme de télédétection et d'observation spatiale pour mieux observer le terrain et savoir si un changement quelconque est arrivé au niveau des terres, et d'où l'intervention rapide de l'État. Vous voyez, pour mieux contrôler si une corruption quelconque se fait sur le terrain, on peut toujours l'observer et intervenir. C'est pourquoi, mais alors il faut ajouter de la terre, mais ajouter la terre également, il faut avoir plus d'eau. Et avec la rareté de l'eau et la précarité des ressources hydriques, on ne peut pas le faire. C'est pourquoi il faut trouver des alternatives. Les alternatives, on peut peut-être profiter de la grande humidité, de la très haute humidité, pour trouver un moyen d'absorber cette humidité et la réduire en source, ou plutôt trouver des variétés résistantes à l'aridité. Et je félicite à cet effet le Centre de recherche de culture dans le désert. Ils ont un effort, là-bas les chercheurs font un effort admirable, au point que le ministre mauritanien de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire il a participé. Il a annoncé que l'Égypte va installer à Nouakchott un centre de recherche agronomique où il y a des experts égyptiens qui vont être dépêchés pour profiter de leur expérience dans un tel milieu aride. Est-ce qu'il y a un pays qui s'est démarqué des autres et qu'on peut qualifier de champion en agriculture? L'Égypte. L'Égypte. Un point, c'est tout. Justement, c'est partout quand on demande. J'ai une amie algérienne l'Algérie est même dans la même zone que l'Égypte, mais là-bas on ne cultive pas les mangues. Elle arrive. Oui, c'est vrai qu'on a les meilleures mangues. Oui, elle arrive. Surtout en Égypte pour manger du mangue. Alors c'est un point pour. Alors ça sera peut-être un tourisme, le tourisme agricole. Exactement. Parce que et ça a été fait l'été dernier à Ismaïli. Après les dates, il y aura les mangues. Oui, un grand carnaval s'est organisé à Ismaïli pour les mangues. Et alors c'est un point de tourisme. Alors le tourisme culinaire. Exactement. Alimentaire, pourquoi pas. Et pourquoi pas. Alors Amira, on va laisser le côté académique et on va parler du quotidien de tous les jours. Comment moi, en tant que citoyenne, simple citoyenne, je peux aider la nature? Comment je peux faire en sorte de préserver ma nature? Car il faut penser également aux générations futures. On a parlé tout à l'heure d'une surconsommation. C'est vrai que les portions ont augmenté, même au restaurant. Au restaurant, avant, on servait une quantité normale. Aujourd'hui, si on nous sert un petit morceau de viande, on se dit pourquoi j'ai un morceau de viande? Comment je peux changer mes habitudes alimentaires? Il faut commencer par les enfants. Bon, si une société souhaite changer, il faut accorder une pleine attention aux enfants. Il faut et pour les adultes, il faut les sensibiliser pour qu'ils font les modèles aux enfants, pour qu'ils servent de modèle à suivre pour les enfants. Alors, d'abord, il faut, le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, a dit qu'il ne faut pas manger à satiété. Il ne faut pas manger. Il a dit que, et même son hadith est inscrit sur une université, je ne sais pas, c'est la faculté de la médecine en Grande-Bretagne, je ne me souviens pas du nom, que l'estomac, c'est la cause de toute maladie. Vous voyez?
Alors, il faut commencer. L'Azhar peut jouer un rôle, l'Église peut jouer un rôle pour sensibiliser les gens. Il faut que le ministère de la Santé fait des campagnes pour sensibiliser. Je crois que le ministre, son Excellence Khaled Abdel-Ghaffar, a commencé à proposer un plan pour réduire l'obésité en Égypte. Il faut accorder de l'importance au sport. À cet effet. Est-ce que vraiment le sport ou est-ce que bien manger et manger sainement? C'est-à-dire que si je mange les deux? Les deux, parce que si je mange sainement sans bouger, et comme notre vie est devenue sédentaire. C'est vrai. Vous voyez, même les enfants ne bougent plus, surtout avec... les enfants d'aujourd'hui n'ont pas la même chance que nous. C'est vrai. Vous voyez, même rester sans faire rien, ça nous a encouragés à donner libre cours à notre créativité. Ce n'est pas le cas, vous voyez. Et même en craint pour les enfants maintenant des spectres d'autisme, vous voyez. Et on ne peut pas rester sans le portable à la portée de nos mains. Alors, vous voyez, ici, pour être un citoyen responsable, ça commence par la lecture. Il faut commencer par lire, s'ouvrir. Il faut laisser nos portables de côté. Moi-même, j'éloigne mon portable. Et je commence à m'ouvrir à la lecture. Il faut commencer par la lecture. La lecture est d'une grande importance. Vous voyez, une nation qui ne lit pas n'a pas d'avenir. Et parce que elle va pas, la lecture, c'est la lecture, la sensibilisation faite par les autorités et par les autorités religieuses, et à la fois il faut... Et à la maison? Oui, mais là, à la maison, vous voyez, de nos jours, les adultes ont tellement de responsabilités qu'ils choisissent la facilitation, la facilité. Oui, voyez, et puis et que les gens, je ne sais pas comment dirais-je, mais les gens justement, ils ont trouvé la nourriture comme un plaisir pour générer la sérotonine, pour avoir la sérotonine, c'est une hormone responsable de la joie et de l'allégresse, vous voyez. Et alors, on trouve avec un tel accablement de notre vie quotidienne et le rythme rapide, que tout est rapide, que nous sommes toujours déprimés. Alors la nourriture, c'est un moyen de chercher le plaisir. Oh, la sortie dans un restaurant, pourquoi ne pas sortir dans un jardin? Où sont passés les jardins? On ne sait pas, voyez. Alors, vous voyez, c'est tout un mode de vie qui doit être repensé, vous voyez. Alors, et à cet effet-là, mais comment pouvons-nous savoir ça? C'est qu'il faut chercher peut-être... il y a des groupes de personnes qui ont pu fuir ce monde et qui ont cherché refuge à la méditation et à la... Oui, il y a un groupe de personnes qui ont... Oui, c'est vrai, non, mais je suis en train d'imaginer si je pourrais faire ça, c'est-à-dire, moi je fais partie de ceux qui pensent que, effectivement... Le temps est très limité. Hein? La nourriture fait partie des plaisirs du monde. Moi, c'est pas la nourriture, mais c'est plutôt le chocolat. Le chocolat, oui. Mais c'est ça, c'est que le fait de priver les gens d'un moyen de leur plaisir, c'est un petit peu difficile, vous voyez. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Amira Hussein, ça a été un plaisir de vous avoir ce matin dans mon programme Bonjour Égypte. Ça faisait très longtemps. Merci à vous de nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle que vous êtes experte, entre autres, vous êtes experte agricole au ministère de l'Agriculture. Merci à vous pour toutes ces informations. J'espère que notre public a pu en profiter. En tout cas, moi, j'ai pu en profiter. Donc, merci et à la prochaine, j'espère. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans quelques instants pour votre journal de midi. Restez avec nous.